Bonjour, vidéo T005D sur quoi acheter en moyen format. Alors, le moyen format, ce sont une gamme d'appareils photo qui utilisent le film en format 120. Donc, le film en format 120 est en bobine plastique avec des gros trous. À ne pas confondre avec le format 620 qui, lui, est en bobine métallique avec des petits trous. Voilà. Et donc, notamment, si vous récupérez l'appareil photo du grand-père, choses comme ça, il est possible qu'il soit en format 620. Le format 120, donc, ce sont des bobines plastiques avec des gros trous. Voilà, avec des gros trous. Ce film permet de faire un nombre de vues variable en fonction du format du boîtier. Parce que parce que c'est le même film qui va dans des 4,5, des 6,6, des 6,7, des 6,8, des 6,9, des 6,12 et 6,17 et 6,24. Il n'y a pas de format plus grand que 6,24, tout simplement parce que la longueur du papier amorce ne permet pas de gérer des formats plus grands, que 6 par 24. C'est un film qui ne se rembobine pas, à la différence du film 135, et donc on a une bobine vide, on attache le film dans l'appareil sur la bobine vide, et puis le film se déroule et va se dévider de la bobine pleine vers la bobine vide, et quand le film est terminé, on a une petite languette en papier qui va permettre de... On met un coup de langue dessus, sauf chez Fuji qui est autocollant, mais pour toutes les autres marques, c'est de la gomme. On met un coup de langue dessus et on referme le papier, la languette sur le papier pour éviter que cela s'ouvre et voile votre film. Et bien sûr, avant de faire ça, on replie la languette comme ceci, on replie la languette comme ceci, voilà, on replie la languette comme ceci, voilà, hop, et puis on colle la languette. On replie la languette et on colle la bande de papier gommée. Et donc, c'est une gamme d'appareils intéressante parce que le format 120 mm et les formats de photos 6.6, 4.6 et plus grands commencent à être facilement scannables avec des scanners à plat pour donner un rendu correct pour une utilisation sur le web, sur les forums et ainsi de suite. C'est pas avec un scanner à plat et sur un tel format que vous allez pouvoir réussir à faire des scans très, très précis, très profonds pour faire des tirages très grands, hein, au-delà de 50 cm par 50, au-delà de 50 cm de petit côté, par exemple, bon, il faut faire scanner son négatif par quelqu'un qui a un vrai scanner à film et qui va être capable de faire un scan propre. Mais les scanners à plat Epson ou Canon qui permettent de scanner des transparents peuvent généralement scanner ad minima ce format-là, voilà, ce format de film. Voilà. On peut se poser la question de... et donc du coup, pour une entrée en matière dans l'argentique, le 6.6 et le film 120, d'une manière générale, est finalement plus facilement exploitable que du 24-36, où là il vous faut un scanner dédié par exemple. Et bah, sur un film en format 6.6, on fait 12 pauses, donc ça va assez vite. Et puis on peut tomber sur des appareils relativement simples que vous allez peut-être pouvoir trouver dans les placards familiaux, sur l'étagère, l'appareil du grand-père et ainsi de suite. Et ça peut être pas mal à utiliser, ou trouver pour pas très très cher des, des, ou les placards familiaux. Tout le monde n'a pas la même famille, tout le monde n'a pas la même... il y a des gens qui... Voilà, ça c'était l'appareil du grand-père, et puis voilà, quoi. Un jour c'était... Donc ça c'est un appareil qui est amusant, qui est intéressant, qui est de 1936, pour vous donner une idée. Voilà.
Donc, ce sont des appareils assez amusants à utiliser et qui peuvent ainsi ouvrir accès par leur rendu optique, par l'attrait de l'objet. Quand vous baladez avec ça en ville de nos jours, les gens vous regardent. Si vous arrêtez pour photographier quelqu'un, il y a de fortes chances pour que, rien que pour vous voir faire, il vous laisse faire, et ainsi de suite. Donc il y a un attrait sympathie important. Et c'est très important, cet attrait sympathie, par rapport à l'accès au sujet, l'accès au modèle. Donc, le film 120 peut être effectivement une excellente idée pour commencer l'argentique. Voilà. Alors, quoi acheter? Quoi acheter? C'est une bonne question. On a plusieurs possibilités. On a, au jour d'aujourd'hui, alors la vidéo est tournée après tous les ennuis du Covid. Donc là, on est en 2020, on est en septembre 2020. Donc en 2020, comme en 2019 d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé, on a des prix sur Internet qui sont relativement bas pour toutes sortes de choses. Et donc on a le choix raisonnable que l'on peut se poser entre est-ce que je vais m'acheter un appareil photo d'amateur, typiquement, ceci est un appareil photo d'amateur, voilà, c'est un appareil photo d'amateur. Ou est-ce que je vais me faire plaisir et acheter un appareil photo professionnel? Bien sûr, le coût va être différent au total. Le plaisir va être différent, le rendu peut être très différent, et c'est un choix que vous devez faire par rapport à ce que vous attendez des photos que vous voulez faire. Donc bien sûr, dans ce cas-là, il faut aller vous balader sur Flickr pour voir des photos faites au moyen format. Et puis il faut vous balader sur le site de... Alors c'est Sylvain Algan, enfin c'est Algan, je crois que c'est Sylvain. Sylvain Algan, qui est un catalogue, un recensement de tous les appareils photo que l'on peut trouver en France et dans le monde, et en vous baladant, en regardant les imagettes de toutes les marques, de tous les appareils qui sont proposés, il y en a je ne sais plus combien, il y en a un nombre considérable. Et puis par rapport à vos lectures sur les forums, bah, vous allez dire tiens, il y a quelqu'un et j'ai vu une jolie photo sur Flickr, je suis tombé dessus par hasard, et il a fait ça avec un Kodak médéiste, par exemple. Alors, Kodak médéiste, bah, vous allez chercher chez Sylvain Algan le Kodak médéiste, et puis vous allez trouver, ou sur Google, et puis vous allez trouver des photos faites, ou sur Flickr, et du coup vous allez trouver d'autres photos faites au Kodak médéiste, et puis vous allez trouver peut-être le mode d'emploi, et puis vous allez trouver peut-être des gens qui en parlent sur le forum, et puis en grattant, vous allez vous apercevoir que oui, c'est un objectif intéressant, c'est un Nectar de chez Kodak qui est dessus, et puis, mais vous allez vous apercevoir qu'il y a un format 620. Et donc un format 620, c'est quasi impossible à approvisionner maintenant comme film. Si vous n'avez pas une collection de cartouches d'avance, de bobines vides d'avance, vous ne pourrez pas vous en servir du tout. Et voilà. Tous les boîtiers, tous les appareils photo qui utilisent du film 620 ou 120, il faut à tout prix qu'ils soient livrés avec une bobine vide, parce que sinon, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez pas, puis si on décharge de la bobine pleine vers la bobine vide, il vous faut une bobine vide. Et puis vous allez trouver comme ça, donc plein d'appareils au hasard de vos lectures de tous les forums, choses comme ça. Tous les forums ont tous à peu près une section photo rétro, matériel rétro et des choses comme ça, et où vous allez voir des résultats faits avec des choses qui peuvent vous donner des envies. Donc on va se poser la question entre appareil photo d'amateur ou appareil photo professionnel.
Le 620 ne se trouvait que dans les formats amateurs, ne se trouvait pas dans les formats professionnels. Et après, qu'est-ce qui va différencier un appareil photo amateur d'un appareil photo à destination des professionnels? Ça va être essentiellement sur la gamme des objectifs, la gamme des focales disponibles, et souvent les appareils photo amateurs n'ont pas d'objectifs interchangeables. À l'époque, ce n'était pas quelque chose de très très courant. Vous allez avoir des modèles très professionnels comme les Rolleiflex série SL, SLX 6000, HI6, Mamiya 645, la série C, C220, C300, C330. Alors il y a eu la C, C2, C3, C, C2, C22, C220, C3, C33, C330, qui est un 6.6 bi-objectif à objectif interchangeable. Et puis vous allez avoir le Mamiya RB RZ67, vous allez avoir les Mamiya télémétriques Mamiya 6, Mamiya 7. Tout ça, ce sont des appareils photo professionnels avec des capacités parfois très très étendues. Et vous allez voir entre les deux des gens qui ont proposé des systèmes modulaires à destination de soit, ouvrez les guillemets, professionnels pauvres, soit amateurs argentés. Et donc on va trouver là-dedans des appareils, par exemple de la marque Bronica, de la marque Kowa, Pantacon, pour le Pantacon 6TL et ainsi de suite. C'est une classification purement française, dans le sens où, par exemple, le Pantacon était l'appareil photo professionnel d'Allemagne de l'Est, parce que c'était le seul qui fabriquait en Allemagne de l'Est. Le Bronica n'a pas du tout la même image de marque en France qu'elle a aux États-Unis, par exemple, parce que tout simplement, le mode de distribution de Bronica en France et de Bronica aux États-Unis était totalement différent. Pentax, qui est une marque aussi professionnelle, a eu aussi, pareil, ce même type de soucis de qualité de distribution en France, qu'ils n'ont pas eu dans d'autres pays, et ça a très bien marché dans d'autres pays, et puis en France, ça a un peu moins bien marché. Pentax a deux modèles, enfin deux familles de modèles, le Pentax 6.7 et le Pentax 645. Et l'un comme l'autre, ils ont eu des niches, et ce sont des niches à eux tout seuls, dans le sens où, par exemple, le Pentax 6.7 est un gros 24-36 qui utilise du film 120 et qui fait un format 6.7. C'est un gros réflexe, et donc ça a un certain usage. C'est plutôt un usage de photojournalisme, de reporter, de choses comme ça, que plutôt un appareil de studio. Voilà. On pourrait disserter pendant des heures sur ce qu'est un appareil de studio, ce qu'est un appareil de reporter et de photojournaliste. Mais bon, c'est quelque chose qui n'avait pas la possibilité des dos interchangeables, et donc, de facto, dans l'imaginaire commun, cela l'enlève du studio. Voilà. Le 645, comme le Mamiya 4,5-6, 645, 645 c'est le code pour du 4,5-6. Ça fait 6 cm par 4,5 cm, 645. Lui aussi était destiné à de la photo de mariage, par exemple. Parce que c'est le format qui offre la plus grande autonomie en film 120, puisqu'on peut faire, suivant les modèles, entre 15 et 16 photos par film. Et donc du coup, pour les gens qui font du mariage, c'est intéressant parce qu'ils changent de film moins souvent, mais ils ont quand même un rendu d'image bien différent de ce que l'on peut faire avec du 24-36. Et ça, c'est lié au format versus les focales utilisées. Alors j'en profite pour faire un petit aparté. Choisir une marque de ce type d'appareil photo professionnel ou amateur argenté,
ne va pas reposer sur enfin, ne peut pas reposer sur le choix des focales proposées, parce que, grosso modo, ils proposent tous les mêmes gammes de focales et ou les mêmes gammes d'angles de champ. Je m'explique. C'est-à-dire que ils ont tous la focale la plus, pour tout ce qui est 6.6, c'est environ la focale la plus courte, c'est 40 mm. Il y a éventuellement un fisheye qui fait 30 mm, et dans ce cas-là, vous avez 180 degrés dans la diagonale du 6.6, par exemple. C'est le cas chez Hasselblad, c'est le cas chez Bronica, c'est le cas euh, chez les Kiev 88, Salyut, et ainsi de suite. Et donc c'est aussi le cas chez Pantacon, puisqu'ils utilisent la même baïonnette pour les 88 cm. Enfin voilà. Et chez Pentax, il y a dû y avoir aussi un 180 degrés pour le 645, mais je suis pas sûr. Et chez Mamiya pour le 645 aussi. Donc, grosso modo, vous avez un 30 mm qui est un fisheye, qui est amusant. Faites une recherche sur Flickr, vous verrez ce que l'on fait comme type d'image. Moi, d'expérience, bon, j'avais trouvé une solution pour avoir 180 degrés d'angle de champ. C'est quelque chose qui lasse rapidement. Et donc, du coup, je n'ai toujours pas acheté de 180 degrés en format 6.6. Donc, après, vous avez 40, 50, 60, 80, 80 ou 75, qui est entre guillemets la focale standard. Après, suivant les marques, il commence à y avoir de la diversité. Si on prend chez Hasselblad, vous allez avoir un objectif macro qui est le 120 mm, qu'on va trouver chez Hasselblad, chez Rollet, et ainsi de suite. Vous allez avoir un 150 qui est une focale à portrait, éventuellement 180 qui n'est pas présent dans toutes les marques, et après 250 et 500. Éventuellement, vous allez avoir une focale entre le 250 et le 500 qui est le 350, pas dans toutes les marques. Et ça va rarement au-delà de 500. Ça va quasiment toujours au-delà de 500 sur les catalogues, parce qu'il y a eu un 1000 mm chez Rolleiflex, il y a eu un 1000 mm chez Pantacon, il y a eu des fois des 1000 mm chez Hasselblad, je ne crois pas qu'il ait été transposé. Enfin voilà. Mais puis quand vous grattez, vous apercevez que ce sont des objectifs qui ont été fabriqués à 10, 20, 50 exemplaires. Voilà. Donc ils sont si un jour il y en a un qui passe sur eBay, c'est une somme à 4 chiffres, donc à vous de voir. Alors donc du coup, et la focale la maximum c'est 500 mm usuellement, et vaguement, quels que soient les formats. Le Pentax 6.7, par exemple 500 mm c'est le maximum chez Mamiya 6.7, mais par exemple chez Pentax 6.7 vous avez 800 mm ou des choses comme ça. Il y a un 800 mm qui ouvre à 4 avec une lentille de 200 mm. Ça c'est pareil. Ça existe en photo, ça existe dans les trucs comme ça. Ça a été fabriqué à plus que 50 exemplaires, mais on n'en croise jamais. On n'en croise jamais. Donc ça existe, mais on ne peut pas l'avoir. Alors qu'un 500 mm pour Hasselblad, on fait sur eBay, je suis sûr qu'il y en a une petite dizaine en permanence. Voilà. Il y a eu différents modèles, il y a eu différentes versions, et ainsi de suite. Donc, vous allez trouver, grosso modo, toutes les focales normales, standards, habituelles, identiques, comparables, dans toutes les marques. Donc le choix de la marque ne peut pas se faire par les objectifs standards, puisqu'on trouve les mêmes partout. Donc il va falloir trouver d'autres solutions pour choisir. Et notamment, ça peut se faire par les optiques spéciales. Les optiques que vous ne trouvez que dans cette marque-là. Alors par exemple, là j'ai poursuivi une discussion sur un forum sur le 110 ouvert à 2 planar de chez Zeiss. Le 110 ouvert à 2 planar chez Zeiss, on trouve à ma connaissance que dans deux marques. On le trouve chez Hasselblad pour la série 2000 et la série 200, et on le trouve chez Rolleiflex en série 6008.
il apparaît qu'il existait chez Rolleiflex en série SL. J'ai lu sur le forum qu'il a existé aussi en monture SL. Moi, oui, d'accord, bon, peut-être, si le mec le dit, pourquoi pas, après tout. Mais je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai pas cherché non plus, mais je ne l'ai jamais vu. Mais par contre, des 110 Zeiss, je le cherche, je l'ai cherché longtemps. Et voilà, donc j'en ai pas croisé j'en ai pas croisé en 7-8 ans de recherche sur eBay. Voilà. Je dis pas que je le fais ça tous les jours, ni même tous les mois. Je le fais quand j'ai des sous à dépenser, c'est quand même pas souvent. Et puis donc du coup, je peux pas être affirmatif, mais bon, c'est pas une optique courante. Le 110 Zeiss planar ouvert à 2 en monture Rolleiflex, c'est pas non plus une optique courante. C'est pas non plus une optique courante. Alors qu'en version Hasselblad, il y en a eu quelques milliers de fabriqués. Quelques milliers. Voilà, on est quand même sur une planète où il y a 7 milliards et demi d'habitants. Voilà, donc il doit y avoir un objectif pour 7,5 millions d'habitants. Voilà, 7,5 millions d'habitants. Donc c'est pas impossible à trouver, hein. Ça se vend, il y en a, mais voilà. Chaque marque a plus ou moins un objectif ou deux objectifs que l'autre marque n'a pas. Voilà. Par exemple, si vous voulez des zooms Schneider, eh ben, les zooms Schneider, vous allez beaucoup les trouver chez Rolleiflex et peu ou pas du tout chez Hasselblad, par exemple. Si vous voulez les objectifs Zeiss, bon, bah, c'est limité à Rolleiflex et à Hasselblad. Si vous voulez des objectifs, si vous voulez un soft focus Secor, ça ne se montre que sur un Mamiya. Et voilà. Donc, c'est pas par les objectifs standards que vous allez choisir éventuellement une marque, mais ça va être par les objectifs particuliers. Voilà. Ensuite, vous allez peut-être choisir une marque par un confort, une ergonomie, parce que finalement, vous achetez l'appareil photo pour faire des images. Donc, il y a le confort, il y a l'ergonomie d'utilisation, et ainsi de suite. Et donc, ça, par exemple, moi, je me suis beaucoup posé la question entre est-ce que j'achète un Mamiya RZ ou un Rolleiflex 6008 au début, quand je suis revenu au format 120, au format 120. Et ce qui a emporté pour le Rolleiflex 6008, c'est que le confort qu'offrait le RZ, à savoir pouvoir cadrer verticalement et horizontalement un format rectangulaire, en format 6.7 sur le RZ 6.7 et le RP 6.7 Mamiya, je pouvais l'avoir avec le Rolleiflex 6008, avec le dos 45-60, qui est un dos spécifique, plutôt tardif, et qui ne se monte que sur les Rolleiflex 6008 intégrales à partir du batch numéro 3, donc avec un numéro qui commence par 203. C'est expliqué dans la vidéo sur les Rolleiflex. Et donc cet aspect ergonomie était fait. Je n'avais pas du 6.7, j'avais du 4,5 6. Bon, comme je ne vends pas mes photos et comme je ne cherche pas à faire des tirages très très grands, le gain, quand même, qui est un gain quasiment x2, hein, quasiment x2 en surface, était relatif. Donc j'ai laissé tomber. J'ai laissé aussi tomber le RZ parce que il n'y avait pas le 110 planar ouvert à 2 de chez Zeiss. Voilà. Donc ça, c'était les deux points qui pouvaient me faire revenir dans le monde du 120, hein, du film 120. Et ça a été ce qui m'a fait choisir le 6008. Après, j'ai acheté le système Hasselblad que je vous ai présenté pour pouvoir avoir accès aux quelques objectifs Zeiss qui n'ont pas été transposés dans la monture PQ-PQS pour 6008 de chez Rolleiflex. Donc plutôt des objectifs Zeiss anciens ou bien le Zeiss 250
Super Achroma qui n'a pas existé du tout chez Rolleiflex. Mais par contre, le 120 macro ouvert à 5.6, il existait chez Rolleiflex, mais il n'est pas monture PQ-PQS. Voilà. Donc, si vous... Parce que je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne sais pas si vous êtes débutant ou pas. Et donc, quand on va aller vers ce type de matériel-là, on peut le faire au début pour découvrir, et puis on peut le faire après pour découvrir d'autres possibilités picturales offertes par les objectifs. Voilà. Sachant que monter un format, et notamment passer au format 120, à la différence du format 135, c'est que ça va complètement vous enlevez complètement ou quasi complètement, vous enlevez la possibilité d'avoir des photos où le grain est présent. Parce que le film c'est le même, mais comme vous en prenez sur une plus grande surface, ben, le grain est proportionnellement plus petit. Voilà. Si vous avez 40 degrés d'angle de champ, si vous avez 40 degrés d'angle de champ dans votre image, si le grain il fait 4 microns, eh bien, si vous avez un format 24-36, votre 4 microns, il va représenter un certain angle dans l'espace objet, sur le sujet, alors que si vous prenez un format plus grand, du format 6.7, 6.9 ou du format de chambre, le grain il fait toujours 40 microns, et donc du coup il va être beaucoup plus petit par rapport au sujet. Et comme vous n'allez pas agrandir votre image en 4 mètres par 3, en fait vous allez voir la taille du grain qui va diminuer. Donc les films vont devenir de plus en plus fins. À sensibilité égale, ils vont devenir de plus en plus fins à fur et à mesure que vous allez monter en format. Voilà. Alors je dis ça, c'est un point important aussi parce que un des attraits de l'argentique, et notamment de l'argentique en 24-36, c'est d'avoir cette possibilité d'avoir une texture, d'avoir un grain sur les images. Parce que finalement, et vous en êtes peut-être à ce moment-là de votre réflexion photographique, là, on est en 2020, bientôt 2021. On a des appareils qui font 24 millions de pixels en entrée de gamme depuis 5-6 ans. Oui, depuis au moins 5 ans. Et puis là, on commence à voir arriver en milieu de gamme des appareils qui font 40 millions de pixels. 40-45 millions de pixels. Voilà. Alors que c'était le très haut de gamme il y a 3 ans. Donc, on a des images, entre guillemets, de plus en plus nettes, de plus en plus fines, de plus en plus résolues, bien sûr à condition d'avoir l'objectif devant qui suive, ce qui n'est pas évident, et de le tirer dans un format suffisamment grand pour exploiter cette résolution. Alors, il y a des sujets qui vont très très bien avec cette augmentation de la résolution pour tout ce qui est portrait et ainsi de suite. On commence à avoir du détail dans les cheveux, dans les sourcils, dans les cils. Ça c'est très bien, c'est très gentil. Et puis on commence à avoir du détail dans les rides, dans les carcinomes, dans les tout ça. Et ça devient beaucoup moins bien. Voilà. Et les points noirs et ainsi de suite. Et puis c'est très bien pour tout ce qui est paysage, parce que tout d'un coup votre forêt au loin n'est plus une bouillie infâme verte, mais commence à devenir quelque chose de beaucoup plus détaillé et ainsi de suite. Et donc voilà, donc moi je comprends qu'on monte en nombre de mégapixels, j'ai aucun souci là-dessus. Mais pour certains sujets, on peut être intéressé à avoir une sorte de perte de définition liée au grain de la pellicule. Voilà. Et malgré ce qu'on peut lire et ainsi de suite, un, un patch logiciel, un plugin logiciel pour faire du pseudo-argentique et des choses comme ça, oui, ça va bien sur le web, mais quand vous faites un tirage ou quand vous voyez du vrai argentique à côté, ça ne tient pas la route 2 secondes. Donc, les objectifs et le film vont être le moteur principal de l'utilisation d'un système moyen format.
le moteur principal de l'achat, ça peut être autre chose. C'est dire, ah, j'ai envie d'un Hasselblad parce que j'en ai toujours rêvé, que maintenant j'ai 50 ans, que je peux me le payer parce que ça ne coûte plus un an de salaire et que ça coûte, suivant votre salaire, beaucoup moins cher. Voilà. Parce que ce sont des appareils photo qui, à l'époque, représentaient effectivement, quand vous faisiez la checklist totale de ce qu'il fallait, de ce que certaines personnes avaient pour travailler professionnellement, gloops, quoi. Voilà, donc c'était des matériels photo qui étaient amortis sur 5 ans et ainsi de suite, hein. C'était amorti fiscalement. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse encore amortir fiscalement un appareil photo quand on est photographe professionnel. Ça, c'est encore un truc à voir. Et donc, voilà, donc on peut acheter de manière dogmatique en disant je veux un Hasselblad. Ouais, voilà, achète un Hasselblad. Qu'est-ce que je te dis, je ne peux rien faire pour toi. Il y a plein d'autres solutions bien plus intéressantes que les Hasselblad. Même si j'ai acheté des Hasselblad, j'ai acheté des Hasselblad pour utiliser des objectifs. Voilà, j'aurais eu ces objectifs-là en monture PQ, j'aurais jamais acheté d'Hasselblad. Les appareils amateurs, maintenant, si on va alors, si on veut faire, si on fait une conclusion partielle, en matériel professionnel que moi je trouve bien, je vous conseille le Mamiya RZ67. Mamiya RZ67 est une machine très bien. Ça fait un format rectangulaire qui est intéressant, qui n'est pas aussi allongé que le 2 sur 3 du 24-36 ou de la PSC que vous avez, qui est un peu plus carré, puisqu'il fait format 6 sur 7 en proportion. La gamme d'objectifs, le RZ spécifiquement donne à aller voir la vidéo sur Mamiya. Le RZ permet d'avoir accès aux objectifs du RB et aux objectifs du RZ, alors que le RB n'a accès qu'aux objectifs du RB. Et les objectifs du RB peuvent remonter jusque dans les années 60, et donc il y a plusieurs générations, tout ça c'est expliqué dans la vidéo, qui vont vous permettre d'avoir des objectifs avec des rendus différents. Voilà. Donc ce sont des c'est un système qui actuellement n'est pas très très cher, qui a perduré très très longtemps puisque c'est tombé, c'est arrêté il y a quoi, il y a 5 ans, 5, 6 ans, 7 ans peut-être, quand Phase One a racheté Mamiya. Voilà, parce que Phase One a racheté Mamiya et les Phase One XF et tout ça, ou DF ou XF, ne sont jamais que des appareils photo fabriqués par Mamiya, qui s'appelle maintenant Phase One, parce que Mamiya était racheté par Phase One. Et du jour au lendemain, Mamiya a dit bon bah les gars, tout ça vous oubliez, nous on continue ça et allez vous faire foutre. Bon, mais bon, ce sont des choses qui me semblent assez simples. J'ai jamais tellement lu sur les forums des gens qui avaient des blocages par rapport au SAV. Il y a un excellent SAV en France qui est dans le 22, qui est dans les Côtes d'Armor, qu'on trouve très facilement, qui a toutes les pièces, qui a tout le savoir-faire, Il vend d'ailleurs en direct des choses qu'il reprend, qui révise et qui remet en état, et tous ceux qui ont acheté par ce canal-là en sont très très contents. Voilà. Je n'ai pas acheté le Mamiya RZ parce que je vous l'ai expliqué, pas à cause du 110, mais il y a quelques objectifs intéressants. Il y a des objectifs soft focus. Il y a un objectif soft focus pour faire du portrait qui est pas mal. Il y a cette histoire de gamme étagée dans le temps, donc qui vous permet d'avoir entre des objectifs très 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 résolus comme la série KL ou des objectifs très très anciens, années 60, c'est pas très très ancien, années 60. Photographiquement parlant, c'est pas très très ancien, années 60. Qui étaient très bons pour l'époque, mais l'époque a changé, et donc le très bon d'autrefois on n'a plus les mêmes critères de qualité. Voilà. Mais c'est correct. Le Rolleiflex série, les Rolleiflex d'une manière générale, en 2020, je vous le déconseille parce que il n'y a pas, il n'y a pas eu de reprise, il n'y a pas eu de toute l'usine a été dispersée,
et il commence à y avoir des manques de pièces détachées, des choses comme ça, donc c'est du jetable, on peut avoir des choses qui deviennent irréparables. Hasselblad commence à avoir ce même type de problème sur la série V. Voilà. Moi j'ai acheté un 203, je voulais le faire réviser et puis j'avais une petite fantaisie au niveau d'un capot à l'intérieur d'anti-réflexion. Et je lui dis, bah, est-ce que vous pouvez me le changer? Elle dit, non, on n'a pas la pièce. Voilà. Donc, bon, bah, ça me bouffe un peu un morceau d'image. Bah, tant pis, je survis. Je vis avec. Dans les appareils photo amateurs, bah là, le choix est tellement vaste que prenez ce que vous trouvez. Moi, j'ai eu un très très beau, une excellente surprise avec ce boîtier-là qu'on m'a donné. Merci Bertrand. Euh, je l'aurais jamais acheté, hein, on me l'a donné. Donc, on fait un cadeau de merci. Puis je l'ai utilisé, j'ai mis un film dedans. D'abord, c'est très très agréable à utiliser parce que ça tient dans la poche. Euh, L'objectif est fixe, hein, on ne peut pas changer. C'est une focale standard, donc 75 mm. Et la qualité est très très bien. Voilà. J'avais acheté celui-là parce que je m'étais dit, tiens, il est de l'année de naissance de ma mère, j'allais lui offrir et puis ça allait lui faire plaisir et ainsi de suite, parce qu'elle aimait bien faire de la photo et voilà. Et puis je trouvais ça marrant et puis je l'ai trouvé pas très cher, alors je l'ai fait réviser et tout, impeccable. Et puis ouais, ça marche encore, et voilà. Mais par exemple, j'avais fait une sortie photo avec ces deux-là, sur les mêmes sujets, le même film, le même développement dans la même cuve. Et bien étonnamment, le Zeiss s'en était tiré beaucoup mieux. Ah, excusez-moi. Oui, les deux sont des objectifs Zeiss. Euh, ça, c'est un Rolleiflex et l'autre, c'est un appareil photo Zeiss. L'appareil photo Zeiss aurait été tiré beaucoup mieux. J'avais trouvé ça beaucoup mieux que le résultat du Rolleicord, qui était révisé. Révisé, recalé, et tout ça impeccable. Il y en a un, c'est un. Alors, il y en a un, c'est un triotard. Il y en a un, c'est un triotard. Voilà, donc c'est en bas qu'il faut lire. C'est un triotard. Et l'autre, c'est un novar. Voilà, c'est un novar. C'est un novar. Hop, hop, essayer de le présenter bien, un peu dans la lumière, faire briller tout ça. C'est un Novar. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Novar n'est pas un objectif fabriqué par Zeiss. Novar était le nom que Zeiss mettait sur les objectifs qu'il faisait fabriquer en sous-traitance, éventuellement en France d'ailleurs, chez Benoît Berthiaud ou ailleurs. Mais par contre, il contrôlait la qualité à réception pour vérifier et ne payer que des choses acceptables. Voilà. Donc c'est amusant parce que j'ai un boîtier Zeiss avec un objectif pas Zeiss et j'ai un boîtier Rolleiflex avec un objectif Zeiss. Bon, enfin bref. Vous allez trouver dans les appareils photo anciens volontiers des appareils photo Kodak. Et Kodak donc fabriquait des appareils photo pour les amateurs, mais ils en fabriquaient tellement qu'ils avaient des usines un peu partout dans le monde. Dans le monde. Et donc, vous avez des Kodak qui étaient fabriqués en France, vous avez des Kodak qui étaient fabriqués en Allemagne, vous avez des Kodak qui étaient fabriqués aux États-Unis. Alors, les Kodak, je vous dis, il faut faire attention parce que c'est volontiers du film 620. Parce que, voilà, tu fabriques l'appareil photo et tu fabriques ça dans un format où tu es quasiment seul à vendre des films, donc tu te crées un marché captif. Et, et on peut avoir des objectifs dessus fabriqués par Ingenieux, par exemple, pour les Kodak qui étaient fabriqués en France, il y avait des objectifs Ingenieux. Pour les Kodak qui étaient fabriqués euh, en Allemagne, il y avait du Schneider-Kochner, par exemple. Voilà. Et puis pour les Kodak qui étaient fabriqués aux États-Unis, on va trouver des objectifs fabriqués soit par Kodak lui-même, parce que Kodak fabriquait des objectifs à l'époque, ou des objectifs fabriqués par Wollensak, et ainsi de suite. Voilà. Donc, quand vous voyez... Alors, et je veux dire, à part si vous trouvez l'appareil photo dans le placard du grand-père ou de la grand-mère, ne soyons pas sexistes,
c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Parce que si vous croisez l'appareil photo dans une bourse photo ou dans une brocante, euh, vous revenez 5 minutes ou 10 minutes après et puis c'est parti. Voilà. Et puis c'est parti. Euh, donc c'est quelque chose il faut faire un travail de recherche. Euh, de toute façon, ça ne s'achète pas comme ça. C'est une envie, mais on n'achète pas n'importe quoi, n'importe comment, et ni comme ça. Et donc c'est quelque chose qu'il va falloir travailler sérieusement, parce que vous ne pouvez pas arrêter votre choix sur un seul modèle. Enfin si, vous pouvez le faire, puis après vous allez chercher dans les petites annonces sur le bon coin. Mais voilà, si vous dites, tiens, je voudrais un Kodak médéiste version 1, parce que la version 2 elle a la bague en plastique, et puis je préférais avoir la bague métallique, bah, pour le trouver en France, dans une brocante photo, même à Bièvre, c'est pas évident que ça fonctionne. Voilà. Donc voilà. Donc bah, quoi acheter donc en moyen format? Alors oui, non, il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est donc là on a vu les appareils photo professionnels modulaires, on a vu les appareils photo amateurs. Il y a une dernière solution qui sont les petites folding qui peuvent être en 6.9. En 6.9, oui. Pas les petites folding comme celui-là, parce que ça aussi, c'est ce qu'on appelle un appareil photo folding. Ça, vous allez le trouver en 4,5/6, en 6.6 et en 6.9. Mais des appareils photo folding, un peu comme la Graflex, puisque notamment la Graflex en fait, qui sont des chambres où là, l'objectif est interchangeable. Voilà, la différence, c'est que l'objectif est interchangeable et qui existe en 6.9. Alors, et on va faire les formats 6.9 et au-delà. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, bon, on fait moins de vues par film, donc c'est plus cher, et on devient hors norme. Donc, si vous faites de la couleur, bah, il va falloir trouver l'artisan pour vous faire les tirages, ou pour vous faire les scans. Voilà. Parce que il faut des passes-vue spéciaux, et ainsi de suite. Et puis, mais les premiers modèles de scanner Epson qui peuvent scanner du film 120, et eux, ils scannent une bande. Et donc, ils peuvent scanner jusqu'à l'équivalent de 6,17 sans trop de problème. Ils peuvent les scanner mécaniquement, c'est-à-dire que l'appareil peut en général le faire. Je vous déconseille, si vous n'avez pas de scanner, d'acheter un scanner qui ne fasse qu'une bande de 120. Prenez un scanner type Epson 4990, pardon, V700, 750, 800, 850. Voilà. Donc vous regardez les prix, ça se retrouve d'occasion sur le bon coin, ça se trouve en neuf pour V800 et 850. Et puis voilà, vous voyez où vous mettez la barre, et puis vous voyez ce que vous prenez, et vous voyez ce que vous trouvez. Et parce qu'il faut des scanners qui fassent jusqu'au 8-10 en transparence, sinon ça sert à rien. Et donc du coup, pour ces formats un peu plus grands, on a le choix entre boîtier rigide ou chambre, chambre éventuellement type Graflex, c'est-à-dire chambre folding. Graflex, Technica, euh, et ainsi de suite. Les appareils photo amateurs d'avant la Seconde Guerre mondiale étaient volontiers des chambres 9-12. Voilà. Et dans lequel vous allez pouvoir trouver éventuellement le dos pour mettre du film 120 en format 6.9. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Tout le monde n'a pas le grand-père qui a le même âge. Hein. Il y a des gens qui ont des grands-pères plus vieux que les autres. Et donc du coup, et moi j'ai récupéré l'appareil photo de mon grand-père qui était de 1910, et bah, lui il avait son premier appareil photo, bah, il l'avait acheté d'occasion, et donc c'était une chambre de 1900, grosso modo 1900, 1910 ou quelque chose comme ça, qui est peut-être peut-être 1920, je sais pas. J'ai pas réussi à la retrouver parce que c'était pas c'est pas une marque et avec des châssis pour mettre des plaques en verre, Donc lui il faisait des photos sur plaques de verre, et je m'étais bricolé un dos
6.9 à partir d'un boîtier acheté en brocante 10 francs à l'époque que j'avais démonté pour récupérer le dos 6.9 et puis ainsi de suite, quoi. Enfin bref, bon. Les appareils photo type... et donc il y a un format qui est intéressant, parce que le format 6.9 est finalement, personnellement je trouve le format 6.9 peu intéressant, parce qu'il a exactement les mêmes proportions que la PSC. Et donc du coup, vous ne changez pas de format, vous ne changez pas de proportion, et comme on fait abstraction du grain en moyen format, on se retrouve à faire des photos net, comme on a avec notre 24 millions de pixels. Et donc du coup, bon, oui, tu fais du noir et blanc, et puis voilà, t'as gagné quoi, et ainsi de suite. Voilà. Bon, donc, mais par contre, il y a un format qui est intéressant qui est le 6.12. Je trouve le format 6.12 intéressant parce que le 6.12, si on le recadre en 6.45, on obtient les proportions du cinémascope en 1/2,5. Et je trouve que ça fait des cadrages intéressants pour tout ce qui est paysage. Et le fait d'en enlever, de changer la hauteur de 50 et quelques à 45, on enlève grosso modo un quart, ce qui fait que la ligne d'horizon passe de la moitié au tiers. Voilà. En enlevant un quart, la ligne d'horizon passe au tiers. C'est juste, hein, faites le dessin, vous verrez. Bon. Et donc du coup, je trouve que c'est pas mal. Et le format 6.12 ne va pas passer dans une petite folding 6.9, ça c'est certain. Par contre, ça va passer dans une folding type Graflex 4.5, avec des dos comme je vous ai présenté, le DAI en format 6.12. Voilà. Donc, je serais tenté de dire, visez le 6.6, visez le 6.12, prenez éventuellement le format juste à côté, 4,5-6 ou 6.7. Les formats rectangulaires vont aller très bien pour faire du portrait, mais le format carré va très bien pour faire du portrait aussi, portrait d'une personne surtout. Et le format 6.12 va très bien pour faire tout ce qui est paysage, mieux que le 6.9 parce qu'il est plus horizontal, plus cinémascope, sans entrer dans la caricature, enfin caricature entre guillemets, du 6.17 par exemple. Voilà. Parce que le 6.17, un appareil photo 6.17, l'objectif qui couvre le 6.17, c'est 90 mm. Il y en a d'autres en focale plus courte, mais qui sont encore plus chères. Et ça donne une impression un peu bizarre. Allez voir sur Flickr, hein, des gens qui utilisent des Fuji 6.17 ou des Linoff Technorama 6.17 et des choses comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, c'est pas courant, mais moi je trouve que ça fait quand même long. Ça fait quand même long. Alors que le 6.12, on a envie d'allonger un peu. Je pense personnellement qu'à 6.14, ça serait bien, mais 6.14 n'est pas un format standard. Il y a des dos chinois qui font du 6.14. Alors je ne sais pas comment ils se démerdent pour faire l'avance, mais donc on fait 4 vues en 6.14, parce que tout simplement on fait 13 vues et demie en 6.6 dans un film 120, donc il y a un peu de marge. Donc si on cale bien les numéros et ainsi de suite, on peut aller gratter sur les bords. Chose comme ça. Le format 6.12 va vous poser le problème de trouver la feuille pour garder les négatifs. Et donc c'est pas une feuille à 4 bandes, c'est une feuille à 3 bandes qu'il faut trouver. Donc on trouve chez certains fabricants, pas tous, ces feuilles-là. Et c'est pareil, c'est pas facile à approvisionner. Donc voilà à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur quoi acheter en moyen format, les focales et ainsi de suite. J'ai traité les problèmes de Hasselblad et de Rolleiflex dans des vidéos particulières. Voilà. Allez les revoir. Faites-vous plaisir, hein, surtout soyez éco. Hein.
pour essayer, comprendre, optimiser. Puis faites des images. Au revoir.